J'ouvre notre second débat, c'est une radioscopie que je vous propose, celle des électeurs du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, potentiel premier parti de France si l'on en croit les sondages. Âge, milieu social, thème de prédilection, on plonge au cœur du vote lepéniste avec Cécile Cixous. Avec 88 députés à l'Assemblée nationale et des invités politiques plus présents sur les plateaux télé et les matinales radio, le RN a réussi sa normalisation politique et médiatique. Mais jusque récemment, voter pour l'extrême droite était encore tabou, voire peu assumé par ses électeurs. Un livre, celui de Félicien Faury, des électeurs ordinaires, montre que désormais glisser un bulletin de vote RN dans les urnes est devenu banal pour bon nombre de Français. Dans les territoires, dans certains espaces locaux, le vote RN devient un vote légitime pour certains groupes sociaux et devient un vote normal, banalisé dans les conversations ordinaires, si vous voulez. C'est-à-dire dans les interactions quotidiennes, c'est possible de dire qu'on a voté RN sans que cela soit stigmatisé. Ceux qui déclarent avoir voté RN dans les enquêtes d'opinion sont d'ailleurs plus nombreux. De 30% en 2017, ils sont passés à 42% en 2023. Et la base électorale réelle s'est elle aussi bien élargie, plus féminine, plus jeune. Elle inclut aussi de plus en plus des personnes issues des classes moyennes. On commence à voir qu'il y a des petites mutations, des petits changements sur des catégories plus particulières que sont par exemple les professionnels de santé, dans les personnels de l'éducation, chez les professeurs, ici ou là. Donc on voit ces catégories dites intermédiaires, qui ne sont pas là des catégories populaires, mais qui sont des catégories plutôt intermédiaires, qui commencent ici ou là à être un petit peu séduite aussi par le RN et un éventuel vote Front National. Le RN a réussi à attirer à lui ses classes moyennes en sortant de ses thématiques traditionnelles, l'économie et l'immigration, et en faisant écho à leurs préoccupations plus quotidiennes, comme les questions de logement, de services publics, d'impôts et de scolarisation des enfants. L'électorat lepéniste a profondément changé depuis 20 ans. Comment est-on passé du vote caché au vote fierté? On en débat avec Marie-Lou Magal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste politique à l'Express, co-autrice avec Nicolas Massol de cette enquête, de ce livre L'extrême droite, nouvelle génération, enquête au cœur de la jeunesse identitaire, publié aux éditions de Noël. Nona Mayer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheuse en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po et directrice de recherche émérite au CNRS. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, politologue, sondeur, directeur de la société d'études et de conseil Pollingvox et formateur des cadres du Rassemblement National et auteur de ce livre également, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, livre publié aux éditions du CERF. Mathieu Croissando, évidemment, est toujours là, éditorialiste politique. Je commence peut-être avec vous, Nona Meyer. C'est une question très générale, mais si vous deviez faire ressortir aujourd'hui, dans le vote actuel, une principale motivation du vote des électeurs du Rassemblement National, spontanément, c'est toujours la même, c'est l'immigration. À égalité avec le pouvoir d'achat dans le contexte d'aujourd'hui. Mais là, on vient de faire réanalyser toutes les données qu'on a. Ce qui arrive en tête, une fois que vous contrôlez par l'âge, le diplôme, la profession, la religion, c'est ce sentiment qu'il y a trop d'immigrés en France et que tout vient de là. C'est-à-dire qu'ils sont crispés sur la préférence nationale ou priorité nationale. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Marie-Lou Magal, est-ce que c'est devenu un parti attrape-tout, le Rassemblement National, qui séduit un peu partout dans toutes les classes sociales? On l'a vu ces dernières années, ils arrivent aujourd'hui à toucher un électorat qui, jusqu'à présent, était assez hostile traditionnellement au parti, au Front National et au Rassemblement National après lui. Je pense notamment aux retraités, au CSP+, qui sont en partie touchés aujourd'hui par la figure de Jordan Bardella, qui a développé un discours assez... C'est plutôt des grosses ficelles, mais ça fonctionne, un discours pro-business qui parle à ces catégories-là, ouais. Jérôme Sainte-Marie, parce que spontanément on dit le vote populaire, voir le vote des Français les plus précaires, est-ce que c'est quand même ça d'abord la base électorale du Rassemblement National? Oui, pour moi, véritablement. C'est-à-dire que quand on parle de vote, enfin de parti attrape-tout, ça signifierait, alors comme c'est un concept de sciences politiques, je veux parler sous contrôle de Nona Meyer, mais ça signifierait qu'en fait qu'il n'y ait plus tellement de sociologie du vote, qu'il n'y ait plus tellement de contraste. Et au fond, ça serait un vote qui serait réparti de manière à peu près équivalente dans toutes les catégories socio-démographiques. C'est pas le cas. C'est clairement pas le cas du tout. En fait, ce qui est même frappant, si on prend, je prends par exemple la dernière livraison du rolling IFOP, c'est que ce vote monte en volume
sans changer en structure. C'est-à-dire qu'on a effectivement... Alors ça monte même chez les cadres ou les retraités, mais en réalité ça monte aussi dans les catégories populaires. On passe de 20% à peu près chez les cadres, si je prends uniquement les CSP d'actifs, à plus de 50%, ce qui me paraissait impossible, même d'ailleurs pour un seul parti dans une proportionnelle, chez les ouvriers. Donc, vous avez des contrastes qui sont extrêmement forts, mais avec des niveaux qui montent. Oui, on peut voir d'ailleurs, le volet qui s'affiche, la dernière livraison de IFOP fiducial pour le Figaro, ce rolling dont vous parlez, sondage quotidien qui voit toujours un Jordan Bardella à un niveau sur ce palier très élevé, au-delà des 30%, 32,5% selon le dernier sondage, et Valérie Ayé à 16% en légère baisse, et talonné par Raphaël Glucksmann, et c'est 15%. Et puis quand on regarde la progression, ça aussi c'est intéressant, du Rassemblement national dans ses intentions de vote depuis début mars. On fait démarrer notre courbe le 3 mars avec un 29%, et on est donc à 32,5% aujourd'hui. Si on peut s'intéresser à ce vote, Nona Mayer, déjà il y a le fait d'être à un niveau aussi élevé. Comment vous expliquez une telle régularité à un niveau aussi élevé? C'est ça qui est peut-être le plus surprenant aujourd'hui. C'est une lente dynamique. Enfin, déjà, le parti du temps de Jean-Marie Le Pen avait progressé, même parce qu'il est quand même arrivé à se qualifier pour un second tour en 2002. Mais depuis que Marine Le Pen a pris la tête du parti en 2011, à toutes les élections, elle fait mieux que son père. Au régional, à la présidentielle, aux législatives. Il y a vraiment une dynamique qu'elle a créée. Avec la fameuse stratégie qu'elle appelle dédiabolisation, qui n'est pas une nouveauté, parce que déjà Jean-Marie Le Pen, déjà la création même du Front National, c'est de la dédiabolisation. Mais elle est allée plus loin, et je crois qu'une des raisons pour lesquelles elle a vraiment surpassé son père, c'est qu'elle a réussi à conquérir un électorat féminin qui était extraordinairement réticent à son père. Du temps du père, il y avait 7 à 8 points d'écart au moment de la présidentielle sur le soutien, à cause de son côté sexiste, paillard, violent. Elle a délibérément ciblé cet électorat féminin et joué une stratégie plus lisse du parti. C'est très simple. À 3 dernières élections présidentielles, toutes choses égales par ailleurs, la formule magique des statisticiens, c'est-à-dire quel que soit l'âge, la profession, le diplôme, il n'y a plus aucune différence entre le niveau de soutien des hommes et des femmes. Et ça, c'est un énorme atout pour elle, puisque les femmes, c'est plus de la moitié de l'électorat. Mathieu ? Moi, je suis frappé dans la motivation sur on a essayé tous les autres, sauf eux. Et voilà un parti qui est installé depuis 40 ans dans la vie publique française, qui a connu la progression que Nona Mayer vient de souligner, mais qui n'a jamais exercé de responsabilité, ni au niveau national, ni même au niveau local, à part quelques municipalités. Et je suis frappé, il y avait un vote contre au début, c'était on votait Front National à l'époque parce qu'on était contre les immigrés, contre les Arabes, il y a eu un vote pour ensuite parce qu'on adhérait aux idées du Front National. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vote pourquoi pas. Et ce qui prouve que la stratégie qu'on appelait de dédiabolisation est devenue même une stratégie de banalisation, de normalisation, parce que les gens se disent pourquoi pas voter. Il y a encore 20 ans, on se disait ah bah oui mais non parce que les racines du Front National font que c'est impossible. Il y avait cette suspicion d'extrême droite. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on en est maintenant avec des générations d'électeurs. Je pense en particulier aux jeunes dont les parents ont voté pour le Front National parfois, jadis. Enfin, c'est devenu un vote existant dans l'offre politique qui n'a jamais gagné. Et donc, je trouve qu'il n'y a plus de complexe, comme vous le disiez. Il y a plus on se cache plus de voter Front National ou Rassemblement National aujourd'hui en se disant pourquoi pas, après tout, on a essayé tous les autres. Alors, le vote jeune, on va y revenir et on va y revenir en détail. Mais sur ce vote pourquoi pas, je reprends l'expression de Mathieu, peut-être avec vous, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que c'est un vote de lassitude aussi ? Non, vous savez, il y a des demandes sociales qui sont exprimées par l'opinion et qui ne sont pas satisfaites. Alors, effectivement, la première motivation du vote, c'est très clair, c'est bien l'immigration. Parce que l'immigration, mais c'est un enjeu total. En réalité, c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu social, etc. Donc, c'est ça, là, le premier élément, le premier facteur. Vous avez un autre élément qui joue beaucoup, c'est le sentiment du déclin du pays, et plus précisément du délitement de l'État. La crise de l'État, dans toutes ses expressions, c'est quelque chose qui effraie énormément les Français, y compris des catégories, par exemple les retraités, qui sont très inquiètes là-dessus. Juste un tout petit point, et après je sors un tout petit peu de votre question, il faut quand même bien voir que là on parle de sondages qui peuvent ne pas se réaliser totalement dans 2 semaines. Bien moi sûr. Je suis en tant que sondeur... On le dit à chaque émission, donc merci en tant que sondeur, moi je suis quand même traumatisé par le pire échec des sondages en France, ça a été les régionales. Lors des régionales, il y a des écarts de 10 points entre ce que disent les différents instituts et ce que font les listes, donc 10 points en moins. En réalité,
nationalité, parce que bon, à l'époque, effectivement, les gens, 66%. Mais ça, d'ailleurs, Français, vous exprimez là l'une des craintes principales de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Ils le disent à longueur de missile. Et je finirai juste par là. Attention à la démobilisation de dernière minute, quoi. Parce qu'effectivement, au régional, vous avez eu 66-67% d'abstention. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça inquiète particulièrement le Rassemblement national? C'est qu'il conserve une structure sociodémographique très particulière, mais qui correspond exactement aux facteurs actifs de l'abstention. Ouais. Donc c'est pour cela que, effectivement, à la fois comme sondeur et comme citoyen, je suis extrêmement prudent par rapport à ce qui peut se passer dans 2 semaines. Allez-y, Marie-Lou Magal. Juste de rebondir sur les motivations des électeurs. Effectivement, ça fait partie, le délitement de l'État, etc., font partie des motivations. Mais je pense à une enquête que vient de publier Félicien Faury, excellente enquête aux éditions du Seuil, qui démontre que... il était d'ailleurs dans notre sujet d'ouverture de ce débat. Que les motivations des électeurs RN, c'est en fait une articulation entre des motivations de classe, certes, mais qu'on ne peut pas exclure aussi les motivations xénophobes, voire parfois racistes, de cet électorat. Et que c'est en fait des motivations qui s'articulent entre elles et que ce ne sont pas exclusivement des motivations de classe pour leur pouvoir d'achat. Ouais. On ne peut jamais vraiment les démêler de motivations xénophobes ou racistes. Alors là-dessus, on peut écouter. Tiens, on va écouter un extrait d'intervention de Jordan Bardella. C'était lors des États généraux de l'immigration il y a 2 mois à Paris. Ouais. Réserver les aides non contributives aux seuls citoyens français, c'est la priorité nationale, permettrait d'un même geste de réduire l'attractivité sociale de notre pays pour une immigration inactive, d'encourager le travail et d'enrayer en partie le dérapage des finances publiques. Il en est de même pour le fait de réserver prioritairement le logement aux citoyens de nationalité française. Alors, je vais vous donner la parole à Jérôme Sainte-Marie. D'abord, Nona Mayer, vote xénophobe, vous avez dit que c'est la première motivation des électeurs du Rassemblement national. L'immigration, est-ce que c'est encore un parti xénophobe ? Le problème n'est pas de dire xénophobe, c'est de dire que l'enjeu sur lequel ils votent, l'enjeu électoral, c'est l'immigration. Oui. Au-delà de la personnalité, du racisme, de la xénophobie, où il y a une dimension morale. Non, c'est des électeurs pour qui le problème le plus important, c'est l'immigration. Et ils passent tout au filtre de la préférence nationale, ce que vient de dire Jordan Bardella. Et ça, on le retrouve quand même dès l'origine du parti. Je pense à François Duprat. C'est déjà en 1978 qu'il explique qu'il y a une seule stratégie à faire. Si on veut attirer des voix, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être xénophobe. Il faut dire... il faut maîtriser le problème de l'immigration. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que tout se fait. Mais est-ce que c'est pas dans la dédiabolisation ou normalisation dans la stratégie de Marine Le Pen, le fait de gommer quand même cette dimension-là dans les prises de parole de certains de ses cadres, etc. Elle n'a pas besoin d'en parler. Oui. On sait que c'est elle qui défend cet enjeu. Donc elle n'a plus besoin d'en parler. Et quand même, c'est le filtre à travers lequel tous les problèmes sont examinés. Vous prenez l'écologie. Vous dites qu'il faut un patriotisme du terroir. Vous prenez les droits des femmes. Il est vu à travers la menace que représentent les étrangers potentiels violeurs et ce que représente l'islamisme radical, menace pour les femmes. Tout est vu à travers le prisme de la menace que représente l'immigré, l'étranger, l'autre. Comme Sainte-Marie. Je vous vois hocher la tête. Autant j'étais d'accord pour dire qu'effectivement l'immigration est le premier facteur du vote, autant je ne rejoindrai pas Nona Meyer dans des connotations, dans des termes qui sont incroyablement connotés idéologiquement. C'est pas le rejet de l'autre. Le contrôle de l'immigration, c'est le programme de tous les gouvernants français depuis toujours. Par ailleurs, c'est une demande... La préférence nationale, c'est pas le rejet de l'autre. La préférence nationale, elle existe de facto, ne serait-ce que pour devenir fonctionnaire, par exemple. Vous savez, s'il n'y a pas de différence entre le national et l'étranger, il n'y a plus de nation. Donc en fait, ça a toujours été, c'est la base même de la nationalité. Donc après, les modalités peuvent être variables. Enfin, c'est cela. Par ailleurs, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi, alors que 66% des Français considèrent que l'immigration, sous toutes ses formes, enfin, par tous ses aspects, par toutes ses conséquences, est une chose négative. De ce point de vue-là, c'est qu'on retrouve ça à peu près dans toute l'Europe. Tous les sondages convergent là-dessus. Pourquoi est-ce que ces 66% de Français qui considèrent que l'immigration est une mauvaise chose ne deviennent pas des électeurs de second tour de Marine Le Pen? Alors c'est compliqué, ou de Jordan Bardella peut-être, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le nom de Le Pen est un atout.
est un atout parce que c'est la preuve d'une détermination sur le motif principal du vote pour le Rassemblement national. Et comme en s'appelant Le Pen, elle peut parler d'autre chose. Elle n'a pas besoin, c'est-à-dire d'une autre manière, pas de la meilleure, mais de parler sans cesse d'immigration, et elle peut développer un programme généraliste dont elle a besoin désormais, qu'elle est crédible pour l'emporter au second tour, qui n'était pas forcément nécessaire à l'époque où le Rassemblement national ou le Front national faisait 15%. Alors le nom Le Pen, on va y revenir, on parlera de la figure du père dans un instant, mais je voudrais qu'on s'intéresse quand même au vote effectivement des jeunes électeurs, et je vous propose d'écouter cette militante qui est âgée de 20 ans. Elle explique pourquoi elle va voter pour Jordan Bardella. Je trouve qu'il a beaucoup d'idées pour les jeunes. Il défend beaucoup la cause des jeunes vis-à-vis de notre futur, de ce qu'on va vivre ultérieurement. Et c'est vrai que nous, les jeunes, on a un futur assez en danger pour le moment. Donc c'est vrai qu'il veut beaucoup lutter pour ça. Moi, c'est une des causes pourquoi je vote Bardella. Marie-Lou Magal, est-ce qu'il y a un effet Bardella auprès des jeunes électeurs ? Oui, incontestablement, il y a un effet Bardella qui est lié aussi à différentes choses, je pense. L'aspect générationnel d'abord, évidemment, le fait qu'il ne s'appelle pas Le Pen, qui constitue une nouvelle surface de projection pour ce parti d'extrême droite qui ne porte pas le nom épouvantail de Le Pen. Sa force aussi, c'est sa communication, sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. On l'a beaucoup dit récemment, mais il arrive à parler aux jeunes par ce canal. Et son autre force, c'est qu'il représente, pour des militants un peu plus aguerris, une nouvelle génération qui pourrait accéder au pouvoir dans les prochains jours et qui se projette avec aussi d'autres forces de droite et d'extrême droite. Le résultat de votre enquête, vous parlez de cette génération identitaire. C'est le point commun entre ces jeunes qui se reconnaissent en Jordan Bardella ? Ce qu'on a voulu montrer avec Nicolas Massol dans ce livre, c'est en gros l'avènement d'une nouvelle génération qui est représentée par différents cadres, de la droite à l'extrême droite. Je pense à Jordan Bardella, à Sarah Knafo, mais aussi à d'autres cadres qui sont plus méconnus du grand public, mais qui aujourd'hui sont éclatés dans différents partis à des postes qui sont en train de monter. Par exemple, Alexandre Loubet, qui est député Rassemblement National, qui est directeur de campagne de Jordan Bardella, Sarah Knafo, qui est aujourd'hui numéro 3 de la liste Reconquête, Stanislas Rigaud, qui est également sur la liste. Et tous ces jeunes... Ça va jusqu'à la droite parlementaire traditionnelle. Ça va jusqu'à la droite parlementaire traditionnelle. Guillaume Carayon côtoie aussi le président des jeunes LR... sur la liste aussi des Républicains, les côtoie. Et c'est une génération qui a grandi ensemble, qui a compris ensemble, qui a appris à rompre le cordon sanitaire en s'accordant sur le fait qu'ils sont tous d'accord aujourd'hui sur une chose, c'est la question de l'identité, c'est ce que c'est être français aujourd'hui. Et c'est une définition qui, pour eux, être français ne pourrait subir aucun métissage, qu'il soit culturel, voire parfois ethnique. Nona Mayer, vous disiez Marine Le Pen a réussi un exploit en rééquilibrant le vote homme-femme. Est-ce que Jordan Bardella a réussi un autre exploit, entre guillemets, en rajeunissant le vote Rassemblement national? Ou est-ce que c'était déjà le cas auparavant? C'était déjà le cas. Déjà en 2017 et en 2022, il y a un effet de l'âge qui est magnifique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, Bardella a réussi à attirer à lui le vote des seniors, c'est-à-dire entre 60 et 70 ans. Avant, c'était après 60 ans la chute. Maintenant, c'est après 70 ans la chute. Par ailleurs, la jeunesse, oui, mais pas n'importe quelle jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes sans le bac qui sont les plus nombreux de très loin, ou ceux qui n'ont qu'un petit diplôme technique qui n'arrivera sur rien. Donc, plus on est diplômé, moins on vote Rassemblement national. Je simplifie un peu, mais c'est quand même une réalité. Selon l'élection, selon qu'on passe des gens qui n'ont pas le bac à ceux qui ont bac plus 3, ça multiplie par 2 ou par 3 les probabilités de vote. Et c'est quelque chose qu'on observe depuis 1986. L'élection de 84, on ne sait pas encore très bien ce qu'est Le Pen, ce qu'est ce parti. À partir de 86, c'est le niveau d'études qui est la variable explicative la plus forte. D'où l'attrait dans les catégories populaires. Alors, on va s'intéresser effectivement au nom Le Pen et avec vous, Mathieu, à la figure de Jean-Marie Le Pen. Oui, parce qu'on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Depuis l'an dernier, Jean-Marie Le Pen n'alimente plus ni son compte Twitter, ni son blog. Affaibli, il fêtera ses 96 ans dans un mois. C'est un homme qui a son âge, qui est fatigué, confiait le mois dernier d'ailleurs son ancien gendre Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui révélait au passage que Jean-Marie Le Pen avait été placé sous un régime de protection juridique et que ses 3 filles, Marine, Marie-Caroline et Yann, géreraient désormais ses affaires. Donc,
J'ai envie de dire, et pourtant, même si Jean-Marie Le Pen n'occupe plus le devant de la scène, ni même aucun rôle dans le parti qu'il a fondé, on rappelle à nos téléspectateurs qu'il en a été exclu en 2015 par sa fille pour avoir réitéré ses propos sur les chambres à gaz. Vous savez, le point de détail de l'histoire, disait-il, des propos qui lui avaient valu d'être condamné en justice. Eh bien, malgré le fait qu'on ne le voit plus, qu'on ne l'entende plus, son ombre plane encore sur cette campagne des élections européennes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Alors, elle plane en négatif, en se démarquant. On l'a vu hier, par exemple, je trouve, dans la décision de couper les ponts de façon nette avec l'allié allemand, l'AfD, après que son leader a évoqué, lui aussi, la Seconde Guerre mondiale et le rôle des SS qui n'étaient, selon lui, je le cite, pas tous des criminels. On l'avait vu aussi, d'une certaine façon, au début du mois, avec ce choix, vous savez, de ne plus fêter le 1er mai autour de Jeanne d'Arc, comme le fondateur du FN le faisait depuis 40 ans. Alors, l'an dernier, déjà, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient décidé de faire leur traditionnelle fête de la nation autour d'un banquet au Havre, mais en revenant du Havre, ils avaient quand même déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Mais cette année, oubliez les fleurs et avec elles, tout ce qui peut évoquer de près ou de loin la figure de Jean-Marie Le Pen, qui se décrivait lui-même comme le Belzébuth de la politique française, d'où la volonté de sa fille d'être diabolisée. Et aujourd'hui, vraiment, le RN est en train de repousser tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à Jean-Marie Le Pen. Mais est-ce que justement, Jean-Marie Le Pen, c'est encore un risque politique pour le Rassemblement? Eh bien alors oui. Moins en raison de ses provocations, puisqu'il n'en fait plus, que d'une simple question, que faire de cet encombrant héritage politique? Lors de son arrivée à la présidence du parti, vous y faisiez allusion tout à l'heure, en 2011, qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen? Elle dit « Moi, j'assume tout l'héritage du Front National, son histoire, c'est un tout, alors je prends tout ». Et ça va le dire une fois en 2011. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de mise. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué, de le dire. Ça reste extrêmement sulfureux. Alors, je vais vous dire d'une certaine façon, pas pour elle, parce que Marine Le Pen, elle explique assez facilement les relations qu'elle a avec son père, assez facilement qu'elle a coupé les ponts avec lui pour ces raisons précises en 2015. Mais ça met très mal à l'aise les dirigeants, les autres, et ça fournit un angle d'attaque à ses adversaires. En novembre dernier, Jordan Bardella, le président du parti, il avait essuyé, vous vous souvenez, un feu de critique en déclarant ne pas croire que Jean-Marie Le Pen, pourtant multicondamné, j'en parlais tout à l'heure, était antisémite, à tel point qu'il avait dû faire machine arrière quelques jours plus tard. Mais le 2 mai dernier, alors que Valérie Ayé sur BFM TV lui demande de dire que Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de sa formation politique pendant 50 ans, eh bien, il a préféré esquiver. Et alors là, il est reparti récemment pour dire que oui, ses déclarations à Jean-Marie Le Pen étaient éminemment antisémites. Mais on le voit bien, il est gêné aux entournures. Preuve s'il en fallait qu'au Rassemblement national, la figure de Jean-Marie Le Pen reste celle d'un passé qui n'a pas encore été totalement purgé pour tout le monde. Le nom Le Pen, Jérôme Sainte-Marie, c'est une marque évidemment. Est-ce que c'est aussi la colle du plafond de verre qui a empêché Marine Le Pen de l'emporter en 2022? Non, ça, le plafond de verre, ça n'existe pas plus depuis assez longtemps à mes yeux. La figure de Jean-Marie Le Pen est ambivalente en réalité, y compris parce que il a porté cette question de l'immigration très longtemps. Donc c'est ça que retiennent beaucoup de gens, et qu'il a exprimé une forme de, comment dirais-je, de verbe anti-système qui a pu être apprécié par une partie de l'électorat. Encore une fois, c'est avec lui que le parti est passé de 0, je ne sais pas combien, qu'il ne pouvait même pas avoir les signatures pour se présenter en 1981, jusqu'à un certain succès, jusqu'à ce qui a été rappelé au second tour. Donc je crois qu'il faut quand même pas avoir un point de vue trop microcosmique là-dessus. La rupture sur certains sujets a été tellement nette qu'il y a eu quand même le fondateur d'un parti qui est exclu du parti. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus dans l'espace démocratique. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus en réalité. Donc oui, moi je crois. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit... Il n'y a pas encore aujourd'hui des électeurs qui hésitent à mettre un bulletin Le Pen parce que c'est le nom Le Pen. Non, excusez-moi, il y a des électeurs qui le disent. Mais en réalité... Non mais ils le font. Mais c'est une vraie question. Qu'ils le disent parce que c'est aussi un argument facile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils ne le feraient pas pour différentes raisons. Là, ça permet, si vous voulez, d'avoir quelque chose à raconter. Alors, on continue là-dessus. Je veux bien votre avis à toutes les deux. Peut-être Nona Meyer pour commencer. C'est difficile parce qu'on n'est pas dans la tête des électeurs et il faudrait faire des entretiens beaucoup plus poussés pour comprendre. Mais beaucoup disent quand même, et en particulier les femmes, elles disent franchement, tant que c'était Le Pen, moi je ne pouvais pas. Mais Marine, elles oublient que c'est une Le Pen. C'est intéressant ce que vous dites, voilà, Marine. Oui, elles disent Marine. Elles disent Marine. Donc elles gomment c'est un peu quand plus même, compliqué. le nom de famille. Oui, elles oublient. Et puis très souvent, d'ailleurs, elle s'est arrangée, Marine Le Pen, à ne pas faire apparaître le nom du parti.
de manière à enlever un petit peu des campagnes. On parle de rassemblement, on donne d'autres noms. Donc ils ont tout fait pour qu'on oublie cette association. Mais chez les femmes, ça passe. Ouais. Marie-Lou Magal, votre avis? Et il y a encore, effectivement, il y a eu Marine Le Pen et il y a une troisième étape aujourd'hui qui est avec Jordan Bardella, parce que on parlait d'un électorat plus âgé tout à l'heure, qui est peut-être, qui a plus en tête ce passage Jean-Marie Le Pen, diable de la République, etc., et qui avait des réticences liées au Front National et au nom de Le Pen, et qui aujourd'hui pourrait plus voter pour un Jordan Bardella qui, tout simplement, ne porte pas le nom de Le Pen. Mais qui fait quand même partie de la famille Le Pen, évidemment par alliance. partie de la famille Le Pen. On peut le rappeler quand même. Alors, est-ce que ça vous fait réagir, Jérôme? Oui, je pense qu'au niveau électoral, ça compte assez peu, cette différence. Je crois que, et d'ailleurs, votre enquête, et n'est pas une enquête, l'enquête que vous avez faite avec Nicolas Massol, concerne les cadres, en quelque sorte, et les jeunes cadres. Ça ne concerne pas les masses électorales qui, à mon avis, sont très indifférentes à cela. Quand on voit la structure du vote de la liste Bardella aux européennes dans les sondages, ça correspond beaucoup, quand même, à un niveau de voix différent, mais ça correspond dans sa structure à ce que disent les sondages post-électoraux de 2022, par exemple. Donc, mais évidemment, au niveau des jeunes cadres, etc., c'est sans doute effectivement un facilitateur de ralliement. Mathieu, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'y pense maintenant, il y en a une en tout cas pour qui le grand-père n'est pas un problème, c'est Marion Maréchal, qui elle fait une fête de Jeanne d'Arc. L'ironie, c'est que c'est elle qui a enlevé Le Pen de son nom. Mais en tout cas, elle, ça s'inscrit dans une forme de fidélité avec les penseurs. On se pose la question, votre cachet devenu votre fierté, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a encore des gens qui dans les sondages vont dire j'ai pas voté Le Pen à cause du nom. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors j'ai mal compris ce que vous disiez tout à l'heure. Je dis simplement des gens qui ne voteraient pas de toute façon pour la Rassemblement national. Et c'est comme ça qu'ils le justifient. Ils ont un argument honorable. Tout près. D'accord, bien compris. Nona Mayer, ça c'est une évolution lente, passer du vote caché, non assumé à un vote au contraire revendiqué aujourd'hui. Ça s'est fait lentement mais sûrement, ou c'est beaucoup plus récent? Non, c'est un processus lent qui est lié à l'amélioration de l'image de Marine Le Pen. Et puis n'oubliez pas que ce n'est pas les mêmes électeurs. C'est-à-dire au fil du temps, vous avez un renouvellement permanent du corps électoral. Donc ce n'est pas comme si des gens qui n'aimaient pas se mettent tout d'un coup à l'aimer. À chaque fois, ce n'est pas un grand filet de pêche dans lequel on en attrape tout son électorat et on le traîne derrière pendant 20 ans. Il y a un renouvellement. Et donc les générations qui n'ont jamais connu Le Pen, ils sont rentrés de plein pied dans la réalité de Marine Le Pen. Et je pense notamment en 2017, les jeunes femmes de 18-24 ans qui étaient arrivées à l'âge de voter quand c'était déjà Marine Le Pen, eh bien, elles votaient plus pour elle que les garçons du même âge. C'est pas vrai en 2022. Mais donc, c'est un processus, il y a le renouvellement générationnel et petit à petit, ce parti, il fait partie du paysage. Pardon, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a évidemment la banalisation de l'image de Marine Le Pen. Et pour la nouvelle génération, je pense aussi qu'il y a une banalisation des idées, plus généralement de l'extrême droite dans l'espace public. Alors là, on vient à la bataille culturelle. C'est un thème qui est majeur. Je vous vois hocher la tête, je vous donnerai la parole dans un instant. Mais est-ce que la question classique, c'est le RN a-t-il gagné la bataille culturelle? Est-ce que c'était là-dessus que vous vouliez aller? Je pense que si la nouvelle génération dont on parle avec Nicolas Massol est si décomplexée par rapport à son vote, Rassemblement National ou Reconquête, c'est aussi parce que il y a des années de décloisonnement de ces idées radicales dans la sphère publique, au niveau médiatique, par des éditorialistes divers et variés, dont Éric Zemmour a fait partie, qui ont participé à élargir cette fenêtre d'Overton et à rendre disciple des choses qui ne l'étaient pas des années auparavant dans le débat public, qui participent à décomplexer ses électeurs. Jérôme Sainte-Marie, c'était une stratégie de Marine Le Pen? C'est le contraire de ce que vient de dire Marie-Lou Magal. Moi, je veux dire le contraire. Exactement le contraire. C'est-à-dire que, vous savez, les intellectuels suivent toujours les masses en réalité et les rapports de force. C'est bien parce qu'en réalité, alors à l'époque, il n'y avait pas d'éditorialisme, il n'y avait pas de groupe de presse auquel on pense, etc. Et qu'il y a eu des millions de Français qui, réprouvés par toutes les élites, y compris médiatiques, ont maintenu un vote et l'ont amplifié, qu'à un moment donné, certains, pas très nombreux d'ailleurs, en fait, on dit on fait mouvement.
Mais c'est pas, vous savez, c'est pas les éditorialistes qui font changer le vote des Français. C'est le vote des Français qui fait changer les éditorialistes. Il faut être très clair là-dessus. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que comme je m'occupe de la formation et de Campus Éméra, je devrais au contraire vous parler de Gramsci, vous parler de tout cela, du combat culturel. Ça serait, comment dirais-je, le meilleur argument pour ma petite fonction. Mais il faut être très très prudent quand même. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez un mouvement tellurique, c'est pour ça que je parlais de subversion électorale, un mouvement tellurique de la base vers le sommet. Et c'est plutôt heureux en démocratie, c'est la base qui fait bouger le sommet, c'est pas le contraire. Parce que vous l'avez rappelé, vous formez les cadres du Rassemblement national. Je voudrais rebondir et nuancer un petit peu les propos des deux côtés. Je travaille à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On a un sondage sur la perception des minorités sur plus de 30 ans, depuis 1990. Et contrairement à ce que Jérôme disait tout à l'heure, l'acceptation des minorités, l'acceptation des immigrés, l'acceptation des musulmans, elle progresse avec des hauts et des bas. Quand il y a les émeutes de 2005, il y a une grande chute de l'acceptation, puis ça remonte. Et c'est pareil dans toute l'Europe. Le problème n'est pas là. C'est qu'au moment, les attitudes ne suffisent pas à expliquer le vote. Au moment de voter, il y a des gens pour qui ça, c'est plus important que tout le reste. C'est la saillance de l'enjeu migratoire qui est importante. Mais sinon, la bataille des idées n'est pas entièrement gagnée. Il n'y a pas une France qui serait de plus en plus persuadée que les immigrés sont un danger. La meilleure. Être contre, être opposé, enfin en tout cas être favorable à un contrôle strict de l'immigration, n'est pas du tout un jugement de valeur sur les immigrés. Mais je parle pas de vous ça. Ramenez tout à... Non, justement, donc effectivement, vous avez un progrès constant. Moi aussi, j'ai travaillé peut-être avec vous, d'ailleurs, dans cette enquête de la CNCDH, quand j'étais dans une autre vie. Et on voit bien que les préjugés racistes, etc., sont en déclin en France. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et cependant, que la préoccupation sur l'immigration est en progrès. C'est deux choses qui sont parfaitement compatibles. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ce qui prouve bien d'ailleurs que ce ne sont pas des idées d'extrême droite, contrairement à ce que vous dites. Encore une fois, le mot extrême droite, à mon avis, empêche de voir les phénomènes plus que nous les explique. Marie-Lou Magal, est-ce qu'il y a une sorte de double discours entre ce que justement les cadres que vous avez suivis pour votre enquête se disent entre eux, dans les différents représentants des trois partis dont vous parliez, et puis le discours assumé, public sur cette question d'immigration, de xénophobie, etc. Absolument pas. Non, il n'y a pas de double discours dans la mesure où tous sont d'accord sur la menace essentielle qui est pour eux la menace de l'identité française qui serait due à la progression de l'islam en France. Et je rebondis juste sur ce que disait Jérôme Sainte-Marie, sur encore une fois, je fais référence aux travaux de Félicien Fauré qui montrent qu'il n'y a pas de distanciation entre immigration et immigrés chez les électeurs du Rassemblement national qui perçoivent au contraire les immigrés comme une menace quand il s'agit de répartir l'argent public, les aides sociales, etc. Et que l'immigré est perçu comme une figure menaçante pour le corps national de la part des électeurs du Rassemblement national. Bon, allez, on va parler d'un dernier fait d'actu. Vous l'avez évoqué dans votre édito, Mathieu, c'est cette décision de Marine Le Pen de prendre ses distances avec son allié allemand de l'AfD. C'est Jonathan Dupriez qui va nous raconter tout de suite cette histoire. Rebonsoir Jonathan. Tempête au sein de l'extrême droite européenne. Énième sortie outrancière, on l'a dit, de la tête de liste de l'AfD, ce parti allemand d'extrême droite, et donc rupture des liens entre le Rassemblement national et l'AfD. Et oui Thomas, une nouvelle fois, Maximilian Krah a semble-t-il dépassé les bornes. Dans un entretien auprès de deux médias britanniques et italiens, la tête de liste que vous voyez ici du parti Alternatif pour l'Allemagne, eh bien, il a tenu des propos ouvertement révisionnistes, soutenant qu'un membre des SS, et Mathieu l'évoquait tout à l'heure, n'était pas automatiquement considéré comme un criminel, et il a même ajouté parmi les 900 000 SS, il y avait aussi beaucoup d'agriculteurs. Voilà les propos. Ces propos, évidemment, ont fait l'effet d'une bombe au sein du RN, et Marine Le Pen a immédiatement tranché. Elle s'est séparée de cet allié encombrant devenu boulet. Écoutez ce qu'elle disait. Ouais, non, mais là, tous les jours, c'est bon. Enfin, je veux dire, l'AfD va de provocation en provocation. On a temporisé. J'ai eu l'occasion de prendre mes distances. Maintenant, il n'est plus temps de prendre nos distances. Il est temps d'acter la rupture. Voilà, avec ce mouvement qui n'est pas dirigé et manifestement qui subit l'emprise de groupements radicaux en son sein. Radicaux, c'est-à-dire extrême droite ? Radicaux.
L'AfD qui, depuis, a sanctionné son candidat sans lui retirer la tête de liste. Mais il faut dire, Jonathan, que ça fait des semaines, des mois que le Rassemblement national fulmine en entendant le leader de l'AfD. Absolument, Thomas. Déjà en janvier dernier, Marine Le Pen, elle avait réclamé à l'AfD de retirer de son programme, vous vous en souvenez sûrement, du sulfureux plan de remigration dont on avait parlé, qui prévoyait d'expulser tous les étrangers et les citoyens allemands d'origine étrangère du pays. Quelques semaines plus tard, une cadre de l'AfD remet publiquement en cause l'appartenance de Mayotte à la France, et c'est un département cher à Marine Le Pen, et cette polémique fâche la triple candidate à l'élection présidentielle. Exaspérée en privé, conciliant en public, l'état-major du RN a pourtant tenté de ménager cet allié essentiel au Parlement européen, aussi longtemps que possible, si l'on peut dire. Et il y a quelques jours encore, c'était sur notre antenne, Thomas, Thierry Mariani, colistier de Jordan Bardella, il défendait la tête de liste de l'AfD, donc Maximilian Krah, sur des soupçons d'ingérence étrangère au Parlement européen. Écoutez ce qu'il disait. Il n'y a pas eu de tension avec l'AfD. Le Rassemblement national n'a pas, des explications. Une discussion franche avec l'AfD. Mais bien sûr qu'il y a des explications franches. Donc vous aussi, que vous avez eu écoutez, quand on accuse nos alliés, on leur demande des explications. Et vous les avez eu ou pas? Oui. On les voit tous les jours dans les couloirs de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que pour le moment, il n'y a rien, c'est tout. Donc vous les croyez sur parole? Pour moi, les gens sont présumés innocents, quel que soit le parti. Alors, dernier mot, Jonathan, sur les conséquences de cette rupture entre le Rassemblement national et son allié allemand dans les futurs équilibres au Parlement européen. Oui, ce qui se passe peut avoir un impact assez lourd. Ça rebat totalement les cartes même de l'organisation des extrêmes droites européennes. Jusqu'à présent, le RN siégeait avec l'AfD au sein d'un groupe qui s'appelle Identité et Démocratie. Mais si le Rassemblement national ne veut plus siéger avec l'AfD, il va donc quitter le groupe Identité et Démocratie. Donc où va-t-il siéger? Car pour former un groupe au Parlement européen, on ne peut pas le faire tout seul, il faut qu'il y ait des parlementaires, des eurodéputés de 7 pays différents. Et donc il y a deux solutions, soit à ce stade le RN peut siéger avec un autre groupe d'extrême droite dans lequel il ne voulait pas siéger jusqu'à présent, qui s'appelle ECR, c'est notamment là que siège Giorgia Meloni, en tout cas Fratelli d'Italia, son parti. Autre possibilité pour le RN, c'est créer un nouveau groupe avec des non-inscrits qui sont des proches du Premier ministre Viktor Orban, du Premier ministre hongrois. Cela promet en tout cas d'intenses tractations en fonction des résultats du 9 juin. Mais une chose est sûre, c'est qu'en lâchant l'AfD, Thomas, le RN prend évidemment le risque de s'isoler à Bruxelles, mais en même temps s'affranchit de certaines polémiques à 2 semaines du scrutin. Merci beaucoup, Jonathan. Jérôme Sainte-Marie, on sait ce que dit le leader de l'AfD depuis des mois et des années. Ça devenait trop voyant pour Marine Le Pen, c'est aussi simple que ça? Mais sur ces questions-là, Marine Le Pen a toujours été une netteté absolue. Ne cherchez pas à provoquer des polémiques qui n'existent pas. Par ailleurs, elle aurait pu rompre il y a beaucoup plus longtemps à ce moment-là. Vous n'avez pas d'homogénéité idéologique au sein des groupes européens. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de vie politique européenne au niveau populaire. Il n'y a pas d'opinion publique européenne. Et que donc, on voit cohabiter dans les différents groupes. Prenez des groupes de gauche, notamment socialistes. Vous avez des gens qui, sur l'immigration, par exemple, ont des positions très différentes de la gauche française. Donc ce n'est pas, ce ne sont pas des petites internationales, en quelque sorte, que ces différents groupes. Et les deux groupes auxquels on pense, donc le CRE et ID, ne sont pas... aucun des deux n'est une internationale des nationalistes. Ouais. C'est des coalitions qui répondent pour beaucoup, vous savez, aux règles du Parlement européen et à des considérations pratiques. Donc c'est ça, en fait, le truc. Donc ne cherchons pas à avoir une homogénéité dans ces différents groupes. Mais ils ne sont pas complètement désidéologisés non plus. Non, mais ils n'ont pas la même idéologie. Ils peuvent avoir des points de désaccord et des divergences. Vous avez des points communs, mais prenez sur l'immigration les groupes de gauche. Ils cohabitent des formations qui parfois sont au pouvoir, comme au Danemark ou ailleurs, qui ont des politiques radicalement différentes. Mais ça pose la question de la capacité des eurodéputés du Rassemblement national de peser dans les prochaines déjà de former un groupe. Et surtout, ces droites vont sûrement connaître, même si les sondages se trompent un peu, il y a quand même une dynamique électorale. Dans un tiers des pays de l'Union européenne, ces droites arrivent en tête. Dans le deuxième tiers, elles arrivent en second. C'est quand même si il faut faire attention. On passerait de 18% des sièges pour ces deux groupes à 22%. C'est au mois de mars. Oui, mais c'est un petit quart. On est quand même, on est dans des proportions assez raisonnables. Oui, mais il ne faut pas surestimer leur pouvoir. Mais là, ils auront du mal parce qu'effectivement, ils sont en désaccord sur le conservatisme moral. Marine Le Pen est perçue comme beaucoup trop audacieuse comparée à Giorgia Meloni. Ils sont en désaccord sur le libéralisme économique. Ils sont en désaccord sur surtout la relation avec la Russie et
l'Ukraine. Et Giorgia Meloni est atlantiste, Marine Le Pen ne l'est certainement pas. Donc l'avenir promet beaucoup de difficultés pour peser. Ils pèseront au coup par coup, avec des alliances au coup par coup, et sans doute avec la droite modérée. C'est ce qu'on appelle le Parlement européen. Vous savez, encore une fois, ça ne correspond pas à une opinion publique ni à un peuple européen. Je voudrais qu'on termine par la thématique de l'insécurité, des faits divers multiples qui peuvent se dérouler dans notre pays, qui, en tout cas c'est l'impression qu'on a, joue aussi en faveur du vote Rassemblement National. Et c'est ce que dit cette mère de 2 enfants. Elle explique pourquoi elle vote Bardella. C'était aux universités du parti à Beaucaire, dans le Gard. On l'écoute. Aurélie Herry. Pour moi, c'est important aujourd'hui d'être ici pour soutenir Jordan Bardella et Marine Le Pen. Je suis maman de 2 enfants et au vu de tout ce qui se passe à l'heure actuelle en France, il faut faire bouger les choses. Voilà, l'insécurité monte en flèche dans notre pays. Rien n'est fait et je pense à mes enfants et au futur. Il faut que ça bouge, il faut que l'insécurité se régule et le pouvoir d'achat. On travaille, mais malheureusement, à l'heure actuelle, on ne s'en sort pas. L'ordre, l'autorité, Nona Meyer, sont des marqueurs traditionnels du vote de droite ou d'extrême droite. De droite et d'extrême droite, les deux, oui, c'est on est bien d'accord. L'ordre. Est-ce que Marine Le Pen d'un côté ou Jordan Bardella de l'autre les incarnent naturellement ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre. Oui. Je ne sais pas du tout. En tout cas, Marine Le Pen, est-ce qu'elle incarne l'autorité ? C'est une forte femme. Elle donne l'image d'être la fille de son père. Donc peut-être que c'est une figure rassurante. Jordan Bardella, je ne sais pas. Peut-être qu'il est trop jeune pour être crédible en figure d'autorité, Jordan Bardella. Votre avis là-dessus, Marie Magal ? Mon avis personnel. Vous avez enquêté sur cette génération. Donc J'ai enquêté sur les cadres, effectivement. En tout cas, pour les cadres et encore plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la question du jeunisme a un peu été percutée, et encore plus avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre à 34 ans, 35 ans. C'est une question qui est moins d'actualité pour cette nouvelle génération. Jérôme Sainte-Marie, votre Je crois que les gens votent quand même largement, vous savez, sur un programme. Enfin, en tout cas, non pas bien sûr que c'est pas exactement l'histoire de la Ve République et des élections présidentielles. Vous savez, les gens ne se trompent pas quand ils vont voter. Oui, les gens ne se trompent pas. Ils votent pour une personnalité. Et les questions de personnalité, sincèrement, je ne vais pas me lancer dans des considérations sur les anciens présidents de la République, etc. Mais enfin, ça ne joue pas tant que ça, vous voyez ce que je veux dire. Vous votez pour votre courant idéologique. Quand je dis le programme, c'est pas personne ou presque personne ne dit le programme. Mais chacun se fait une idée assez précise du programme. On ne se met pas, quelle que soit la personnalité du candidat NPA, il ne va pas faire un bon score dans le 16e arrondissement, par exemple. C'est assez simple, en fait, la vie. Et la vie politique, ça change très peu. Et donc, si vous voulez, vous avez des gens qui se reconnaissent dans les valeurs qu'ils attribuent donc au vote Rassemblement National. Et après, la question des personnes qui les incarnent joue. Mais encore une fois, sinon, d'ailleurs, sinon, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait plus de sociologie électorale, ça bougerait en tous les sens à chaque élection en fonction du candidat, alors qu'en fait, ce qui l'emporte de très loin, c'est la régularité sur le mouvement. Nona Meyer, un dernier mot. Est-ce qu'il y a des catégories sociales, religieuses, un peu surprenantes dans le vote du Rassemblement National ? Moi, j'en verrais une, c'est les personnes de confession juive, puisqu'il y a eu des enquêtes montrant qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y avait 3-4% de juifs déclarés par la religion qui disaient voter pour Le Pen. Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle dit que l'antisémitisme, c'est la ligne rouge dans son parti, c'est au cœur de sa stratégie de dédiabolisation. Il y a une très belle interview par Valérie Gounet, une historienne de Louis Alliot, dans laquelle il dit oui, on a compris. Je veux dire, là, c'était une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, c'est pour ça que les gens ne votaient pas assez pour nous. Donc, sur l'antisémitisme, là, elle a vraiment... du coup, j'ai oublié le début de ma phrase. Elle a réussi, enfin, sa stratégie a... Et aujourd'hui, du coup, en 2012, elle a multiplié par 3 la proportion de personnes de religion juive déclarées votant pour elle. Et aujourd'hui, elle se présente comme le rempart des Juifs de France face à la menace islamiste. Voilà. Et on en revient au tout début de notre débat avec l'immigration, et notamment l'immigration musulmane, au cœur du vote du Rassemblement National. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Marie-Lou Magal, L'extrême droite, nouvelle génération, enquête au cœur de la jeunesse identitaire aux éditions de Noël, et Jérôme Sainte-Marie, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. C'est aux éditions du CERF. Merci encore, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Notez que
Demain, l'invité de la matinale, ce sera le géopolitologue Frédéric Ancel face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.